Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, mesdames et messieurs, ce lundi matin, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Si vous êtes sur Espace TV, évidemment, vous retrouvez cette émission désormais tous les soirs à partir de 22h30, juste après le JT de la télé. Au menu chez les GG, on s'intéresse à l'actualité, évidemment, les services de sécurité guinéens face à l'équation de l'insécurité grandissante dans le pays. En dépit des efforts et de l'arsenal déployé, les attaques à main armée, les braquages et assassinats ne connaissent aucun recul. Pire, les enquêtes engagées pour traquer les auteurs de ces crimes n'aboutissent que rarement. Comment les services de police s'y prennent-ils? De quels moyens disposent-ils pour contrer l'insécurité? Comment collaborent-ils avec la gendarmerie? Entre autres, des questions posées ce matin. Oui, notre invité ce matin, c'est bien sûr monsieur commissaire Boubacar Kassé, commissaire Boubacar Kassé, directeur de la sécurité urbaine de Conakry et porte-parole de la police nationale. On s'intéresse aussi à ceci. L'UFR était donc à l'assaut de la Guinée forestière. Partout, le leader du parti, l'ancien Premier ministre Sidya Touré et sa suite ont reçu donc un accueil enthousiaste. La délégation en a profité pour constater de visu le vécu quotidien des populations, comme à Womé, où elle s'est donc rendue. Donc on va essayer de savoir un peu plus ce matin avec, entre autres, M. Baïdi Haribo sur le terrain. Nous allons l'appeler ce matin secrétaire général de l'UFR, et M. Sidya Touré lui-même. Ils vont intervenir successivement dans cette émission. D'autres nouvelles viendront s'ajouter à tout ceci pour votre bonheur. Bonjour Ahmed Camara. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Moussa Moïsila. Bonjour. Tamba, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Roby. Vous savez que je suis en colère ce matin. Bonjour, bonjour. Vous savez que je suis en colère ce matin. Bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour à vous Abaka Diallo. Allez, le micro n'est pas activé. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, ça c'est bien. Bonjour mon cher Djibril. Bonjour, bonjour. Allez, on y va. Non mais sérieux, parce que ce pays va mal. Des Guinéens sont laissés à leur compte. On comprend pas. On nous a dit qu'on faisait les passeports. C'était sécurisé, je suis d'accord. On était inquiets, il fallait sécuriser nos passeports. C'était un document de voyage important. Mais en même temps, sécuriser les passeports, c'est devenu faire perdre de l'emploi à des jeunes en Europe. C'est devenu faire perdre le titre de séjour à des jeunes en Europe. Je veux dire, mais Ahmed, arrête. Je veux dire que c'est sérieux ce que je suis en train de dire. L'ancien passeport mais non, est valable jusqu'à sa date d'expiration. Pas du tout. Maintenant, mais s'il expire. Je t'informe que lorsque... Non, mais c'est que vous n'avez pas l'information. Quand l'ancien passeport expire, on ne peut pas le prolonger. On va s'écouter les gars. Lorsqu'un passeport a expiré, on ne peut pas le prolonger. Ok? Mais si. Mais Ahmed, laisse-nous parler. Maintenant, on a des témoignages des jeunes en France qui n'ont pas pu renouveler leur titre de séjour, qui ont perdu leur titre de séjour parce que tout simplement, eux, ils ne peuvent pas se payer le billet pour venir faire le passeport ici, le passeport renouvelé. Il faut vous souvenir que les autorités avaient dit qu'en décembre, l'ancien passeport n'était plus valable. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les gens qui peuvent le faire se payent plus de 1000 € de billets pour venir faire le passeport ici. Toute la Guinée est obligée de se diriger à Kolaya ici pour faire les passeports. Tous les Guinéens à travers le monde sont obligés de venir ici à Kolaya pour se faire le passeport. C'est grave ce qui se passe. C'est vrai que la société Iris avait demandé à la police de démembrer les services pour effectuer les passeports à des points stratégiques, c'est vrai. Mais on ne comprend pas comment jusqu'aujourd'hui les autorités n'ont pas pris des mesures pour permettre aux ambassades à travers le monde de faire les passeports guinéens. Je vous dis, c'est dramatique. Lorsque vous n'avez pas le moyen de payer le billet, vous ne pouvez pas le faire le passeport. Il y a des Guinéens, il y a des jeunes Guinéens aujourd'hui qui sont au bord du traumatisme parce que tout simplement, après plusieurs années de galère en Europe, ils ont obtenu le titre de séjour, ils ont eu le boulot, ils sont retombés dans la précarité, ils ont perdu leur boulot parce que tout simplement, leur titre de séjour a expiré. On ne peut pas le remplacer parce que leur passeport n'est pas valable. Je vous dis que c'est grave, c'est terrible. C'est la République qui est en lambeaux. Non, je pense qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute sur les désagréments, les déboires que connaissent nos compatriotes à l'étranger. Je pense que c'est une réalité qu'on peut vérifier sur le terrain. Roby a totalement raison. Je pense que cela ne devrait pas être comme ça, cela ne devrait pas fonctionner comme ça, parce que les passeports biométriques ont été lancés, vous vous rappelez, il y a près d'un an ici en République de Guinée. Nous en sommes à plus de 30 000 passeports délivrés ici sur le territoire guinéen. Il était prévu dans la convention que l'État a passée avec la société Iris
que des missions se rendent à l'étranger dans nos différentes représentations diplomatiques pour établir sur place des passeports en faveur de nos compatriotes. Jusqu'à date, aucune mission, aucun service, donc aucun détachement du service de la direction centrale de la police de l'air et des frontières n'a pu se rendre à l'étranger. Pour quelles raisons, on ne sait pas. Certainement, c'est lié à des considérations d'ordre financier. Mais à mon avis, moi je comptais beaucoup sur le nouveau ministre, Dr Mamoudou Cissé Lo. Non, à mon avis, il avait hâté les pas dans ce sens-là, parce que nos compatriotes à l'étranger ont besoin de passeports, ont besoin de renouveler leur passeport, leur document de voyage. Parce qu'il faut rappeler à Ahmed que ce n'est pas possible quand l'ancien document, je vous le dis clairement, quand vous détenez l'ancien passeport qui n'est pas biométrique, quand il expire, vous n'avez pas la possibilité de le proroger. C'est clair et net. Et maintenant, ce qu'il faut dire aussi à Roby, c'est que l'ancien passeport reste valable et peut vous permettre de circuler au même moment que celui qui détient le passeport biométrique. Mais c'est lorsqu'il expire qu'on ne peut plus le proroger. Sinon, il y a beaucoup de citoyens qui le détiennent, qui peuvent voyager et sans aucun souci. Donc c'est important d'insister là-dessus pour que l'État prenne ses responsabilités pour nos compatriotes à l'étranger. Allez-y. L'État prenne ses responsabilités. J'aimerais être très précis là-dessus. Je parle du ministère de la Sécurité, celui dont on a souvent parlé. On s'occupe à ce département des affaires qui n'ont pas d'importance pour laisser celles qui valent la peine de faire du bruit. Aujourd'hui, on s'occupe de carburant. Est-ce que le carburant résout la question sécuritaire que nous avons? Aujourd'hui, c'est cette histoire d'argent qui pose plus de problèmes. Là-bas, j'ai questionné certains de ces départements et voici ce qu'on nous a dit. Il n'y a même pas une seule valise qui permette une telle activité biométrique à l'étranger. Ce que les autres pays font, c'est de se doter de valises biométriques qui permettent le renouvellement de ces titres de séjour-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait par rapport à ces valises? On en a besoin. Ce n'est pas ici seulement qu'il va falloir renouveler cela parce que ça coûte excessivement cher et ça mettra nos citoyens dans une situation assez délicate par rapport à la loi des pays d'accueil. Là, c'est un sérieux problème contre lequel il va falloir se lever. C'est une question sérieuse, épineuse. À mon avis, il faut de l'effort. Allez-y, Ahmed. Alors, je ne sais pas d'où Tamba tire ces informations. En tout cas, moi, selon mes informations, il y a des valises qui existent. Ces valises ont été d'ailleurs même... Il y a eu une expérimentation puisque les agents se sont même déplacés pour aller, si je ne me trompe pas, dans certains départements ministériels pour enrôler directement les ministres et d'autres cadres sur place. Et selon les informations que j'ai, ça a bien fonctionné. Ce que je demande à l'État aujourd'hui, c'est bien évidemment de mettre à la disposition de ces Guinéens également qui ne sont pas en Guinée des passeports. C'est tout à fait normal. C'est quand même un document de voyage. Mais ce que je veux rappeler aussi aux Guinéens, n'attendez jamais que les documents soient totalement expirés avant de les chercher. Mais non, s'il vous plaît. Vous êtes Guinéen, je suis Guinéen. On sait comment ça se passe. À la dernière minute, le monsieur veut débarquer. Non, écoutez, vous le savez très bien, c'est comme ça que ça se passe. J'ai dit de ne pas attendre la dernière minute. On renouvelle un document lorsqu'il a expiré. Oui, d'accord. Mais quand vous savez que ça va expirer, à quel moment vous êtes rendu à la préfecture et quand vous a retiré votre titre de séjour? C'est parce que vous avez attendu que ça expire. Alors si vous avez pris le taureau par les cornes, je ne veux pas rentrer dans ce dossier. Vous êtes conscient, vous êtes dans un pays, vous avez un titre de séjour, votre titre de séjour va expirer. Et sur le territoire où vous vous trouvez, vous n'avez pas la possibilité de vous établir un passeport. Qu'est-ce que vous faites? Vous établissez un calendrier. Voilà. C'est ce qu'on appelle le dossier là. On va aller très vite. Je pense que c'est pas la bonne manière d'analyser. Je pense que l'État doit être responsable. Mais attendez, Ahmed, je peux pas comprendre aujourd'hui. Oui, mais qui est dans la dèche, ce sont ces jeunes Guinéens là qui sont à travers l'étranger aujourd'hui, qui ont perdu leur titre de séjour, qui sont retombés dans la précarité, qui sont redevenus sans papier, pas par leur faute, par la faute de l'État, parce que vous ne pouvez pas m'expliquer le fait que les gens ne prennent pas le devant de la chose. L'État est responsable de cette situation parce que l'État doit s'engager à établir les documents pour les Guinéens à travers l'étranger. Il y a des Guinéens aujourd'hui qui sont au bord de l'hérésie, qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu toute leur situation. Je pense que c'est grave. Alors, la solution, c'est bien de critiquer. La solution à Roby, c'est quoi exactement? La solution, c'était de permettre à ces ambassades-là de leur donner les moyens d'établir les passeports. En quoi faisant? Mais en leur donnant le matériel possible. C'est aussi simple que ça.
en leur donnant le matériel, en mettant les moyens pour que le matériel soit disponible dans toutes les ambassades, parce que c'est pas tous les Guinéens qui peuvent s'offrir aujourd'hui un billet d'avion pour venir établir un passeport ici. Déjà à l'intérieur ici, c'est difficile pour les Guinéens qui sont au fin fond du pays de venir jusqu'à Conakry pour établir un passeport, sans parler de ceux qui sont à l'étranger. C'est quand même pas acheter des cacahuètes pour venir à Madina que de payer le billet d'avion pour arriver à Conakry. Aujourd'hui, les gens sont désolés à travers le monde entier. Les Guinéens ont perdu leur boulot. Il y en a qui sont retombés dans des situations de sans-papier. Je veux dire qu'il faut être sans cœur pour ne pas allez-y, pour clore ce dossier-là, Tamba. À mon avis, nous connaissons bien la mentalité du Guinéen, fut-il à l'étranger. Ces ambassades créent un certain business autour du passeport. Beaucoup de Guinéens se plaignent lorsqu'ils viennent pour renouvellement de titre de séjour auprès de leur ambassade. On sait comment ça fonctionne. On se fait de l'argent sur le dos des Guinéens. Et ce n'est pas bien. À mon avis, il faut dans l'immédiat, parce que c'est une situation pressante, il faut dans l'immédiat organiser des missions qui vont permettre ce renouvellement à court terme, parce que c'est urgent. Non, mais je pense qu'il ne faut pas du tout jeter de l'anathème sur nos différentes ambassades. Non, mais lorsque la plainte est récurrente et générale... Quand vous dites, nous avons tous un temps soit peu vécu à l'étranger, quand vous dites que les ambassades se font de l'argent sous le dos des Guinéens, de quelle manière? Quand vous venez pour prendre votre carte votre carte consulaire, c'est ce que les ambassades délivrent. Je pense qu'il y a un prix, par exemple, en RDC au Magé séjourné, tu le prends à 2000 francs congolais. Il y a un tarif. Donc, on ne peut pas me dire que les ambassades armées... Je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà, allez, on va évoluer, mes chers amis. Voilà, on part du côté de Donka ce matin. Yasdine et Donka. Ben oui, Djibril, on a du nouveau, mon cher ami. Ouais, mais il faut dire que l'étau se resserre autour des hôpitaux de Donka et d'Yasdine parce que, après les sanctions que je vous annonçais la dernière fois, eh bien, il y a eu le ministère de la Santé a pris à bras le corps ce dossier. Vous savez que la mort de Salématou Camara à la maternité de Donka a suscité un tollé général, l'indignation généralisée à travers tout le pays. Eh bien, suite à cela, le ministère de la Santé a pris le taureau par les cornes en prenant une série de mesures. D'abord, le chef de la maternité d'Yasdine a été revoqué de ses fonctions pour récidive parce qu'il y a, selon les informations que j'ai eues, il y a eu des cas précédents, des antécédents du côté de la maternité de Yasdine. Ensuite, il y a eu un avertissement qui a été adressé au chef de la maternité de Donka, le professeur Namori Keita. Un avertissement a été également adressé à Dr Fatou Sike Camara et à son homologue d'Yasdine. Elle mérite d'être débarquée même, franchement. Disons les choses. On va en parler bien évidemment. Et puis le ministère de la Santé, le ministère de la Santé a décidé également de suspendre les services de garde des deux hôpitaux avec perte de salaire, tenez-vous bien. Et puis il y a le renvoi définitif de la stagiaire Mariama Camara et l'interdiction dans tous les services du pays des stages. Alors c'est cette dernière mesure qui fait polémique parce qu'on sait que dans ces hôpitaux, ce sont les stagiaires qui font l'essentiel du boulot. Comment comprendre effectivement qu'on interdise des stages dans tous les services du pays alors que l'on sait très bien que ce sont ces stagiaires qui font l'essentiel du boulot. Merci beaucoup. Pour ma part, j'estime qu'il y a eu des mesures, 2 poids 2 mesures. Allez-y. Répéter. Alors, les mesures auraient pu être véritablement des mesures qui sanctionnent à la hauteur des forfaitures de ceux qui ont commis ces différents actes. Je n'arrive pas à comprendre que du côté de Donka, qu'on dise que Namori n'a reçu qu'un avertissement et que de l'autre côté, parce que du côté de Yasdine, c'est là où la femme a été en premier lieu et que de ce côté, que la personne soit complètement, que le responsable du service soit complètement révoqué. Non, écoutez, faut-il le noter? Vous avez eu récidive quand? Pour la première, il y a eu un avertissement. Vous avez entendu parler de cela? Quand il y a eu la première faute, vous étiez là. Est-ce que vous en avez entendu parler? Pourquoi tu t'en parles lui? Je le dis parce que il ne faut pas gober. Je n'aime pas lorsque on joue à l'hypocrisie, lorsqu'on gobe tout ce qui vient comme ça, qu'on nous annonce pour récidive. Non, j'estime qu'à ce niveau, la sanction aurait pu être commune. On aurait pu sanctionner les deux au même niveau, au même degré. Parce que la dame, elle a commencé d'abord par Yasdine avant d'aboutir du côté de Donka. Mais ensuite, ce qu'on oublie, ce que l'opinion oublie, les médecins ne sont pas tous des démons. Il y a de bons médecins. Il y a aussi des difficultés que les médecins vivent. Je ne suis pas en train de justifier
expliquer c'est qu'il y a des raisons. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des raisons qui pourraient expliquer le décès dans les conditions horribles que nous avons dénoncées ici de Salématou Camara. Je suis en train de dire qu'il y a de bons médecins, mais que l'État aussi aurait dû être sanctionné par lui-même parce qu'il est incapable de respecter la norme de la CEDEAO qui voudrait que le budget qu'on alloue au ministère de la Santé soit à l'ordre de 15%. Nous n'avons que moins de 3% dans notre pays. Vous voulez sanctionner des personnes, elles vont travailler avec quoi ils vont travailler avec quoi ces médecins? Ils n'ont même pas d'outils stérilisés, ils n'ont même pas de blouse pour les opérations. Faites un tour lors de ma mésaventure le lundi dernier. J'ai eu vraiment la chance de rencontrer des médecins, des stagiaires, j'ai compris dans quelles conditions ils travaillaient. Toilettage de cerveau. Écoutez, Lamine, j'ai pas fini. Vous venez avec un blessé, vous tapez à toutes les portes, vous cherchez vous-même les médecins. Vous vous demandez où est-ce qu'ils se trouvent. Ils cherchent les outils. Si je vous dis que les médecins dans les blocs opératoires, chacun a sa propre boîte d'opération, vous n'allez pas me croire. Si je vous dis que lorsque vous avez un besoin de sang urgent, des fois, et très souvent, vous répond qu'il n'y en a pas. Alors, autour des sangs, il y a un véritable business qui s'installe. Si je vous dis que les blouses qui ont été distribuées, parce que nous sommes en période d'épidémie, pour les médecins, ces blouses se retrouvent du côté de Madina, on les revend de ce côté, vous n'allez pas me croire. On ne met pas à la disposition des médecins les outils qu'il faut. On ne met pas à leur disposition les moyens qu'il faut. Pour ceux qui font les gardes, il n'y a même pas de prime de garde. Dans d'autres pays, ça existe. Ce sont les petits stagiaires qu'on amène la nuit et qui restent tout le temps là-bas sans prime d'encouragement. Ils n'ont même pas de nourriture. Mais vous voulez qu'ils fassent quel boulot? Il y a lui aussi que l'État se sanctionne lui-même parce qu'il est coupable. Dans cette situation, il est coupable. Allez, pour clore ce dossier, allez-y. Je donne raison à Moussa. Mais d'abord, il faut allez-y, Djibril. Mais d'abord, il faut préciser que cette affaire a également pris une tournure judiciaire, puisque les deux équipes de garde ont été renvoyées du côté du tribunal de première instance de Dixine, et l'affaire se trouve sur le bureau du procureur de la République. Mais pour donner raison à ce que disait tantôt Moussa, c'est vrai que l'État a fauté parce qu'il y a eu vraisemblablement une faute du service. Vous savez, en matière administrative, il y a ce qu'on appelle la faute du service et la faute de service. La faute du service, c'est la faute qui résulte du dysfonctionnement de l'administration. Et dans les deux cas, malheureusement, il faut le dire, il y a eu dysfonctionnement de l'administration. Il y a eu des informations. Tantôt un stagiaire ou une stagiaire donne des informations sans se référer. Tantôt, il existe des matériels sans que le personnel de garde ne soit au courant. Je pense que visiblement, l'État aussi doit être sanctionné. L'autosanction, donc. Voilà, on va essayer d'évoluer, Tamba, avec cette nouvelle. Une nouvelle attaque de coupeurs de route. Ça se passe du côté de la Moyenne-Guinée, exactement où, Tamba? Du côté de la Moyenne-Guinée, et précisément dans la préfecture d'Alaba et dans la sous-préfecture de Mambéa. C'est une équipe de commerçants qui reviennent Et la nouveauté, c'est que ça se passait dans la soirée, on va dire. À 16h. À 16h, et c'était finalement hier à 16h que ça c'est arrivé. Donc l'équipe de commerçants qui revenait d'un marché hebdomadaire a été arrêtée par ces coupeurs de route à Mambéa. Ça, c'est une sous-préfecture de Dalaba, comme je le disais. Un bilan, très rapidement, un bilan de 2 blessés et de plusieurs millions de nos francs qui ont été emportés. Aujourd'hui, moi, je veux soulever 2 questions. La première, c'est la question de la représaille. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on n'est pas en droit de penser que ces coupeurs de route agissent aujourd'hui en représailles à l'arrestation de Junior? C'est une question que je me pose. Vous allez voir pourquoi je le dis. Depuis qu'il a été arrêté, vous allez voir que l'activité s'est multipliée. Sauf que au-delà de la multiplication, elle s'est intensifiée. On n'avait jamais vu, en tout cas de ma mémoire de jeune, je n'avais jamais vu d'arrestation de 10 voitures, de plus de 10 voitures en même temps. Vous voyez un peu ce que ça fait. Et aujourd'hui, on nous dit encore que dans la même localité, sur le même trajet, il y a eu cette activité-là. À mon avis, je suis en droit de me poser la question de savoir si ce n'est pas une réponse, si ce n'est pas une réaction à l'arrestation de Junior. On va me dire, mais Junior, à quoi y voir? Je crois que il faut faire attention. On a lu Junior sur un site d'information de la place où il semblait tout remettre sur le dos de la gendarmerie et de la police, il faut le dire directement. À mon avis, il faut faire très attention à cela. Je n'exclus pas que la gendarmerie et la police aient pu avoir un rôle quelconque
dans les assassinats que nous avons observés ici à Conakry. Mais Junior il y a quand même des faits qui prouvent que Junior, plus ou moins, a trempé dans l'activité du vol de voitures. Ouais. Je vous donne cet exemple. En 2013, une équipe de la police nationale a exécuté une action du côté de la Sierra Leone. Alors, elle a pu recueillir 3 voitures RAV4. Et sur les cartes grises de ces voitures, il y avait le nom de Junior. On se pose donc la question de savoir, cet homme qui est là aujourd'hui en géol et qui dit n'avoir aucun lien avec tout ce qui est en train d'arriver, dit-il vraiment la vérité? Et quelle est l'enquête qui va suivre? Je ne veux pas m'aventurer sur les autres éléments. Les autres diront certainement le rôle de l'État dans la sécurisation commissaire Boubacar Kassé sera avec nous dans ce studio un peu plus tard pour nous en dire un peu plus. Allez, pour clore, Moussa. Non, mais rapidement pour dire que cette histoire, cette affaire Junior, il faudrait qu'elle soit prise très au sérieux. Parce qu'on ne peut pas nous faire avaler des couleuvres du genre, mais quel crédit vous allez accorder aux propos d'un délinquant? Mais quel crédit on va accorder à eux-mêmes leur exactement. C'est bien qu'on ait commissaire Kassé ce matin, parce que s'il s'avère réellement que les services de sécurité, qu'il s'agisse de la gendarmerie ou de la police, ont travaillé à un moment donné avec des bandits, dans le cadre d'une collaboration ou dans le but de filer de démanteler d'autres réseaux de bandits, je pense que si cela s'est fait, parce qu'on se rappelle aussi des propos de Souka, si cela s'est fait si ça s'est vraiment fait avec Souka, qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas fait la même chose avec Junior? Et si de telles pratiques sont courantes dans notre pays au niveau des services de sécurité, je pense que l'insécurité est peut-être créée par ceux-là qui sont là pour assurer la sécurité. Il faut se dire la vérité. Allez-y, Roby. D'ailleurs, très rapidement, pour clore, je veux dire que lorsqu'on lit les 2 interviews, c'est-à-dire celui effectué par Junior et la réponse de Garé, le directeur de la police, on trouve d'ailleurs que Junior est plus précis et concis que Garé. Garé qui se perd dans les conjectures, qui rejette les responsabilités de gauche à droite. Je veux dire, aujourd'hui, la seule institution qui peut nous permettre de trouver la vérité dans tout ça, de démêler les choses, c'est la justice. Je pense qu'il est important que la justice se saisisse de ce cas et que Junior passe devant les barreaux et que tous les noms qu'il est en train de citer là, je veux pas dire que ce sont des gens qui doivent forcément être coffrés, mais ils doivent s'expliquer parce que on dit que Junior se perd dans des allégations, mais en même temps, les allégations qu'il est en train de donner ont tendance à nous dire clairement les choses, à nous dire de façon concise les choses parce qu'il y va précis. Donc je pense qu'aujourd'hui, Junior doit passer devant les juridictions et toutes les personnes qui sont citées, quel que soit leur grade, quel que soit leur rang, doivent aussi s'expliquer. On va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Commissaire Boubacar Kassé, notre invité ce matin. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Et c'est jusqu'à 10h30 sur cette antenne. Notre invité, vous le voyez à l'écran, évidemment sur Espace TV, c'est notre autre que monsieur Boubacar Kassé, il faut le rappeler, un directeur de la sûreté urbaine de Conakry et porte-parole de la police nationale. Donc il va être dans un instant avec nous, voilà. Et puis on en parle ce matin, on parle de l'UFR. L'UFR donc a été à l'assaut de la Guinée profonde, la Guinée forestière. Donc partout, le leader du parti, l'ancien Premier ministre Sidya Touré et sa suite ont été reçus. Donc un accueil enthousiaste. La délégation en a profité pour constater du visu le vécu quotidien de population. Ce matin, Sidya parle chez les GG et nous allons appeler aussi monsieur Baïdi Haribo, lui déjà du côté de Womé. Un petit coup d'œil voilà, sur vos messages GG au 8037 avant de partir avec notre invité dans ce studio. Voilà, ce auditeur qui dit cautionner la criminalité pour obliger l'État mettre plus de moyens donc leur disposition. Donc lui, roi de la police de gendarmerie Aliou Gondo et Diallo, je comprends rien du tout à ce qu'il dit le mec. Voilà, sinon ce autre message qui dit bonjour, c'est Ali Moubindi. Dites à Ahmed qu'on ne renouvelle pas un passeport qui n'a pas expiré. Voilà, qu'il arrête d'être à l'avocat du diable. Voilà, Ali Moubindi, voilà. Bonjour Lamine, Roby a raison. En Guinée, ici, on a vu un haut responsable. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement devant la barre? C'est Bachir donc qui nous envoie ça. Appliquez-vous un petit peu, c'est compliqué et c'est le live. Bonjour les GG. Le coupeur de route agit au nom de l'État, je vous dis. Lui c'est Diamba qui nous envoie ce message à live. Un autre message qui nous dit bonjour les GG, DTS depuis Wanindara. Lamine, je dis chapeau, Roby et Moïse, la voix du peuple dans les GG ce matin.
Voilà. Et surtout, ton auditeur hein, qui ne fait pas du tout de cadeau à Moussa Moïse ce matin. Moussa Moïse, tu es un confusionniste. La conscience professionnelle n'a rien à voir avec les équipements ou les matériels. Qu'est-ce qu'il veut dire de l'hôpital? La volonté avant, je ne sais quoi. C'est Madiba qui nous envoie ce message. Et puis voilà. Donc on va essayer de partir dans un instant sur le terrain. Est-ce qu'il est là? Qui nous avons en direct? C'est le préfet, c'est bien cela, Mohamed. Voilà. Nous partons du côté d'où exactement? De Mombéa. Mombéa. Monsieur le sous-préfet, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, hier, dans votre localité, à Mombéa précisément, des coupeurs de route ont sévi à nouveau. Et racontez-nous, qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, effectivement, comme vous avez appris comme ça, là, il y a eu des coupeurs de route. C'est deux jeunes qui sont venus avec une moto million. Ok. Alors, ils ont profité le retour des commerçants du marché de Kankalabé. Et le Kankalabé, il faut passer forcément à Mombéa pour aller à Labé ou à Djongfo. Donc, c'est dans ce parcours-là, dès après Mombéa, à quelques 800 mètres, les garçons là étaient garés là. Ils ont attaqué deux jeunes qui étaient sur une moto. Mais ils avaient de l'argent. Alors, c'est dans ce combat, ils se sont battus. Finalement, les bandits ont compris que les garçons avaient une certaine force pour mener à bien le combat. Ils les ont tirés sur les pieds. D'accord. L'autre a eu les deux pieds fracturés, l'autre a eu un pied fracturé. Alors, informé de ça, on a alerté tout de suite la population pour encercler les lieux où ils étaient réfugiés en brousse. C'est comme ça que les gens ont passé tout le temps à procéder à des recherches. Mais finalement ils ont réussi à s'enfuir, c'est cela? Ils se sont enfuis effectivement pour un départ. Maintenant, à un certain niveau, il y a un qui a été atteint par balle, mais celui qui a tiré a pensé que effectivement il n'a pas été atteint. Bon, le deuxième aussi a été atteint par balle. Lui, on l'a maîtrisé et on l'a mis déjà à la disposition du commissariat central de Dalaba. Ouais. Voilà, il faut le rappeler. Le premier qui a été tiré, il est allé tomber quelque part où il a trouvé la mort. Maintenant, là, nous sommes devant le corps comme ça. D'accord. Voilà, il faut le rappeler, hein, le sous-préfet de Mombéa, Robert Yayo Lelano, en direct ce matin chez les GG. Oui, Roby, une question. Monsieur le sous-préfet, est-ce que vous avez déjà procédé à l'interrogation de celui qui a été maîtrisé? Il semble donner des pistes, parce que cette route, il faut retenir qu'il y a beaucoup de criminalité sur ce taxe-là. Celui qui a été tiré, il était presque au coma hier quand on l'a voyé pour Dalaba. D'accord. Donc, c'est au commissariat central de procéder à l'audition. D'accord. D'accord. Alors, moi, il y a une partie que je n'ai pas compris. Je sais que les civils ont quand même été tirés par ces bandits. Mais qui a tiré sur les bandits? Il ne nous a pas dit. C'est la population, il a dit. Ah, mais... non, c'est ce que j'ai compris. Hein. Qui a tiré sur les bandits? C'est la population qui a tiré sur... Ah bon? C'est la population qui a tiré sur les deux bandits. Avec quoi? Donc, la population a des armes, alors? Bah bien sûr que avec oui. les calibres 12. Voilà. Finalement, on apprend même que les coupeurs de route ont réussi donc à prendre leur jambe à leur cou, mais en laissant derrière eux un fusil PMK et un béret vert de l'armée guinéenne. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous avez constaté cela? Effectivement, ils ont laissé par derrière eux un béret vert et un casque, c'est-à-dire TVS, et une arme PMK. D'accord. Donc pour l'instant, vous avez dit, hein, il y a des arrestations, il y a un mort aussi, hein, c'est bien cela, monsieur le préfet, le sous-préfet. Un mort dans le rang des assaillants. Est-ce qu'il y a des enquêtes pour véritablement identifier ces deux bandits? Bon, nous sommes en train de voir parce que la population de Mombéa ne connaît pas effectivement celui qui est mort. Bon, et comme on ne peut pas attendre que toutes les sous-préfectures soient là pour qu'on vérifie effectivement si on peut reconnaître l'individu. Bon, effectivement, il s'agit de... celui qui est mort, c'est un Diallo, Amadou Korka. D'accord. Monsieur le sous-préfet... C'était Amadou Korka. Voilà. Il a pris son... comment on appelle? Il est né à Dakar, à Labé. Et il a pris sa carte effectivement à Labé. Voilà. En tout cas, grand merci d'avoir accepté de participer à l'émission ce matin. Merci beaucoup, monsieur Robert Yayo Lelano. Merci beaucoup.
C'est pas Yayo, c'est Yafo. Yafo, il n'y a pas de problème. Allez, c'est compliqué tout ça. Merci beaucoup, monsieur Voilà, le sous-préfet. Au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Dans un instant, oui, le porte-parole de la police nationale va s'installer dans ce studio. C'est notre autre que monsieur Boubacar Kassé. Et ce message avant de partir, mon cher Roby, c'est Mamadou Poulot qui nous envoie ce message en direct. Bien parlé, Roby, cette affaire de passeport est un vrai problème. Moi, mon passeport a expiré depuis 2008. Je l'ai prolongé une fois au consul de Guinée à New York. Mais quand je suis réparti pour la deuxième fois, on me dit de payer $150. Je refuse. Après, je suis allé faire un passeport au consul du Sénégal. Étant donné que j'ai aussi la nationalité sénégalaise et là-bas, j'ai payé moins cher et j'ai reçu un nouveau passeport dans un délai de 4 heures. Aboubacar Diallo, laisse-moi te dire ici à New York, au consul, que c'est n'importe quoi. On nous arnaque en nous demandant de fortune pour un simple papier. Voilà, donc c'est Mamadou Poulot qui nous envoie ce message, mon cher Roby. Absolument, Voilà. absolument. Ça corrobore avec ce que Tamba nous disait. Ouais. Mais c'est un véritable problème. Je veux dire que la situation aujourd'hui de ces Guinéens à travers le monde est une situation qui ne peut laisser personne indifférent. Parce que je veux dire que c'est grave. Je veux dire que c'est à travers ces titres de séjour que les Guinéens travaillent, qu'ils mènent une vie digne en Europe. Tout le monde sait aujourd'hui combien de fois les étrangers sont mal vus à travers ces pays européens. Alors, vous travaillez pendant des années, vous payez les impôts, vous faites 15-10 ans dans un pays européen, à la fin vous avez un titre de séjour et vous le perdez en 1 heure parce que tout simplement vous ne pouvez pas récupérer renouveler votre document qui vous permet de renouveler tacitement le titre de séjour. Je me dis que c'est grave que les gens puissent perdre leur boulot, que les gens puissent perdre leur identité, que les gens soient au bord. Mais oui, exactement. Que les gens... Mais non, mais quand vous perdez votre pièce d'identité, vous perdez votre identité parce que vous tombez dans la filière des sans-papiers. Mais non, mais ne blaguez pas avec cette situation parce que... Mais attendez, vous ne blaguez pas avec cette situation parce que vous ne la vivez pas. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui... Non, mais attendez. Laissez-moi parler aussi. Je vais dire à Roby, quand on connaît son pays, quand on connaît les difficultés qu'on a pour avoir les papiers, on n'attend pas que son papier soit expiré. S'il vous plaît, oui, je vais demander à ces Guinéens qui, au lieu de tomber dans cette précarité, ils savent comment ça se passe dans leur pays. Quand votre document veut expirer, cherchez à rentrer pour venir renouveler. On ne vous dit me dit que s'il vous plaît, allez, on va pas faire de polémique là-dessus, les gars, ça va aller, il n'y a pas de problème. Commissaire Boubacar Kassé, directeur de la sûreté urbaine de Conakry et porte-parole de la police nationale, il est notre invité ce matin, Moussa Moïse Silla. Nous allons l'interroger. Bonjour, commissaire Kassé, bienvenue dans cette émission. Bonjour, Lamine. Ça fait plaisir de vous retrouver dans ce studio. C'est pas donné tout le temps. Kassé, la criminalité sous toutes ses formes bat son plaisir à Conakry. Vous êtes directeur de la sûreté urbaine. La sûreté urbaine, je pense que le mot de Conakry reste entier, mais dans les faits, la pratique, rien ne prouve que la sûreté urbaine existe. On a vu de comprendre comment on peut expliquer cette criminalité et quels sont les moyens dont vous disposez pour pouvoir agir réellement sur le terrain. Je vous remercie. Comme vous l'avez si bien dit, la sûreté urbaine de Conakry n'existe pas. Il y a la direction régionale de la police de Conakry. La sûreté, c'est l'ancien nom qu'on donnait à la sûreté. Et c'est ce qui fait jusqu'à aujourd'hui, il y a la confusion. On dit que les grands bandits sont à la sûreté. Et le directeur qui est là, en complicité, essaie de les libérer. Je ne gère pas la maison centrale. Je suis le directeur régional de la police de Conakry, chargé de coordonner toutes les activités de police au niveau des commissariats centraux, les 7 commissariats centraux et les commissariats urbains, les postes de police relèvent de ma compétence. Ouais. Alors, Roby, allez-y. Alors, commissaire Kassé, il est très important parce qu'aujourd'hui, on a vu les hautes autorités de la sécurité, notamment la police et la gendarmerie, se tirer la langue sur la question de Junior. Comment expliquez-vous tout ce brouhaha? Pour vous, où se situe réellement la vérité dans tout ça? Vous savez que l'affaire Junior est pendante au niveau de la justice. Nous allons donner toute la force à la justice guinéenne pour que toute la lumière soit faite autour de cette affaire. Parce qu'il y a des supputations, il y a des allégations. Et moi, en tant que porte-parole, je
je suis en force aujourd'hui de dire que les déclarations de Junior sont des allégations. Alors vous appelez ça allégation. Vous appelez ça allégation. Mais la police avait arrêté Junior. Comment Junior a pu se libérer? Alors donnez-nous des explications. La police n'a jamais arrêté Junior, à ma connaissance. Mais qui l'a arrêté alors, la gendarmerie? Parce que Junior a été au moins arrêté, comme c'est cassé. Je dis ce qui concerne la police. Mais il a au moins été arrêté. Vous le confirmez? Je ne peux pas le confirmer. Moi, en tant que policier, nous sommes tous sur le terrain. La police fait son boulot, la gendarmerie aussi fait son travail. Nous sommes les deux branches de la sécurité de la ville de Conakry et de l'intérieur du pays. La police a mené des enquêtes pour traquer, dans le souci d'interpeller et d'arrêter Junior. Parce que Souka, que nous avons arrêté, c'est la police qui a arrêté la bande de Souka et qui a eu à le déférer. Et lorsque les attaques ont été perpétrées à Conakry, le double attaque, assassinat de Madame Boiro et de Cole, une commission d'enquête a été mise sur pied sur initiative du directeur général de la police. Et cette commission siégeait au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Et nous avons vu le modus operandi de ces gens, que quelque part, Souka peut aider la police. Nous avons donc mené des démarches juridiques au niveau de la justice, Souka étant déjà à la maison centrale, pour qu'il puisse le mettre à notre disposition, pour que occasion soit donnée, pour que nous puissions travailler avec Souka, pour qu'il nous révèle certaines choses. Travailler, expliquez-nous le mot travailler. Qui collabore. Collaborer avec. Il devrait sortir, être un top. aller sur le terrain, aller faire des opérations aussi, Souka ou bien vous filer des informations. Souka n'est jamais sorti de la maison centrale. Est-ce que j'ai dit que nous avons passé par une procédure légale en rapport avec la justice. Nous avons eu l'autorisation express de la justice. Ce qui se fait partout d'ailleurs dans le monde. Voilà. D'être en contact avec Souka, ce qui fut fait. Il a accepté de collaborer. Il dit, mais pour mettre main sur le ou les présumés auteurs de ce double assassinat, mais arrêtez Junior, parce que c'était la première fois que j'entendais le nom de Junior, on ne l'a jamais connu. Il dit, c'est ce Junior, si vous arrivez à mettre main sur Junior, j'avoue que vous aurez des preuves tangibles pour dire que c'est eux. En tout cas, il connaît de près ou de loin, il est mêlé. Est-ce que c'est ce Junior qui est finalement aux arrêts aujourd'hui, détenu à la maison centrale de Conakry? Parce qu'il y a certaines sources qui rapportent que ce n'est pas le vrai Junior. Est-ce que vous avez cherché à comprendre si c'est le vrai Junior qui est en prison? Non, ce Junior, il est déjà de Zérekoré, il a été mis directement dans un hélico ou directement à la maison centrale. Vous confirmez que c'est lui? Je ne peux pas confirmer, moi je ne connais pas Junior. Je n'ai jamais connu Junior dans ma vie. Vous n'avez jamais travaillé avec Junior? C'est très grave ce que vous dites là. Non, écoutez, c'est un bandit que la police traque, que la gendarmerie traque. Alors, c'est un bandit que la police et la gendarmerie traquent. Mais comment est-ce que un suspect qui serait mêlé à plusieurs cas d'attaque, d'assassinat, de vol à main armée. Son nom. La question de Boubacar Diallo est très précise. À savoir, est-ce que c'est le bon Junior que vous détenez, qui est en ce moment... Vous me laissez parler. Je veux bien, mais quand vous dites que vous ne savez pas, c'est très grave. Écoutez, moi je ne connais pas Junior. Je ne l'avais jamais vu. La première fois que j'ai vu Junior, c'est à sa descente, c'est à sa mise à la disposition de la maison centrale. J'ai dit, on m'a dit, oui, c'est lui, Junior. Mais ce qui reste clair, c'est qu'au niveau de la police, on cherche Junior. Mais votre indique, il connaît Junior. Alors, votre indique, il connaît Junior. Il connaît Junior, Souka. Ouais, mais Souka connaît Junior. Est-ce qu'il y a eu des confrontations? Est-ce que vous a confirmé que c'est lui? Les enquêtes sont menées par la justice. Alors, les enquêtes sont menées par la justice. Alors, vous disiez à l'instant que la police n'a pas traqué Junior. Alors, comment est-ce que vous expliquez les justifications du directeur de la police devant les cadres, devant le ministre, lors d'une réunion, tout en disant qu'il l'a remis au compte de la gendarmerie nationale? Non, je ne peux pas le confirmer. Écoutez, j'ai dit que la police a toujours traqué Junior. Attention, j'ai dit qu'il a toujours été traqué. On l'a recherché. Si je vous dis que moi... Comment vous pouvez traquer une personne que vous ne connaissez pas? Pas des indices, des preuves. On nous dit, écoutez, on nous dit que Junior
il est domicilié à tel lieu. Junior a un restaurant là. Junior a un bar là. Mais nous venons sur les lieux pour chercher. Moi et le commissaire central de Matam, on était membres de la commission d'enquête. On est venu en culotte dans un restaurant où on a dit que c'est pour Junior. Mais on cherche à traquer le nommé Junior. Mais que vous ne connaissez pas. Non, mais écoutez, c'est ce que vous avez dit. Écoutez, mais oui, je le confirme. Voilà. Non, mais je le confirme. Oui. J'insiste là. Ouais. Écoutez, j'insiste là-dessus. Mais on est des policiers, on est professionnels. On ne peut pas venir tomber sur les citoyens comme ça pour dire il paraît que c'est toi, Junior. Donc vous confirmez que c'est lui. Vous êtes Junior est arrêté. Junior a été sommairement interrogé à la maison centrale par le procureur général devant ma présence constante. Il a dit, je m'appelle Mohamed Diallo, dit Junior. Voilà. Et il a dit qu'il est né à Télémélie. Et il a affirmé que sa vie est en danger au niveau de la maison centrale. Le procureur général a dit, mais comment ta vie, est-ce que tu connais ici? Il dit, oui, je connais ici. Pour avoir séjourné. Le procureur général lui a rassuré que toutes les dispositions idoines sont prises. Ça veut dire qu'il avait été arrêté. Voilà. Allez, Abakar, on va revenir dans un instant avec le temps pour notre commissaire de prendre un petit café. C'est très important, il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir, ça. On revient dans un instant avec le commissaire Kassé, voilà, pour continuer cette interview. Et puis, Sidia Touré aussi qui va intervenir dans la deuxième partie de l'émission. Baïdi Haribo aussi. Toute l'équipe des GG, c'est dans moins de 10 minutes sur Espace TV. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Beaucoup de réactions sur notre plateforme. Merci à vous qui nous écoutez du côté de New York. On va essayer de revenir un peu plus tard sur les messages. Voilà, notre invité dans ce studio. On va continuer direct là-dessus à Abakar Diallo, commissaire Boubacar Kassé, donc, qui est notre invité ce matin. Allez, le micro n'est pas activé, Abakar. Mon commissaire, vous disiez dans la première partie que les affirmations de Souka et plutôt de Junior sont des allégations. C'est un peu dans le droit fil des propos qui ont été tenus par le directeur général de la police, M. Mohamed Garé, sur un média en ligne. Mais comment comprendre que Junior ait dit des choses qui quand même éclaboussent les premiers responsables des services de sécurité, parce qu'il dit avoir été introduit auprès du chef de l'État par le général Ibrahima Baldé et Mohamed Garé, parce qu'il dit être le seul à détenir une ONG qui évolue dans le domaine de la sécurité, mais il poursuit en disant que c'est parce que les responsables, premiers responsables des services de sécurité, donc pour avoir de l'argent, il crée de l'insécurité, que c'est parce que il veut, lui, son ONG peut barrer la route à tout cela qu'il a été arrêté. Quelle réaction? Sans faire et tout ça là, que un junior qui prétend avoir une ONG chargée de la sécurité, alors que les services étatiques que nous sommes, la police et la gendarmerie, nous sommes au service de la population. Notre mission fondamentale, c'est de sécuriser les personnes et leurs biens. C'est de faire en sorte que nous veillons sur le respect des lois et règlements. Les services de sécurité interviennent dans le cadre du maintien et du rétablissement de l'ordre. Je ne pense pas qu'une ONG puisse le faire à notre niveau. J'ai dit. Est-ce que vous savez que cette ONG a existé avec un agrément en bonne et due forme, et que sur la base d'une convention, l'État s'était engagé à payer par an à cette ONG jusqu'à 7 milliards de francs guinéens. Est-ce que vous disposez de ces informations? Je ne les dispose pas. Tout ce que je sais, c'est que le cas Junior, qui est à la une aujourd'hui, qui est la préoccupation de tout le monde. Je l'ai dit en introduction, il faudrait que la justice puisse permettre de faire asseoir la vérité. Est-ce que vous voyez, le cas Junior, jusqu'à preuve de contraire, moi, en tant que porte-parole, je m'exprime au nom des autres, c'est-à-dire au nom de l'institution policière, au nom de toute la police. Ça m'engage aujourd'hui. Et je m'inscris en faux toutes les déclarations que j'ai. Peut-être que je dis en sa forme. Il y a la forme, il y a le fond. La forme, c'est quoi? Toutes les dispositions ont été prises au niveau de la maison centrale pour l'isoler. Parce que lui, il avait à déclarer
publiquement que sa vie est en danger ici. Le procureur général a dit que toutes les dispositions sont prises avant même que Junior ne soit logé là pour sa propre sécurité. Ouais. Mais comment se fait-il, écoutez, laissez-moi parler. On va essayer de parler de la sécurité en général. Laissez-moi parler. Comment se fait-il que ce monsieur est en possession d'un téléphone où les pénitenciers, certains même ne connaissent même pas où il est logé. On va pas aller sur ce terrain parce que nous avons l'enregistrement ici. Vous reconnaissez sa voix quand même. Non, mais à la maison pénitentiaire. Si vous reconnaissez sa voix, on peut vous diffuser tout de suite. J'ai lu sa déclaration. C'est pas lire, mais il y a la voix. Je veux dire, nous avons l'interview aussi. Vous pouvez le passer pour la manifestation de la vérité, pour éclairer la religion des citoyens. Moi, j'ai lu, je ne l'ai pas écouté. Voilà. J'ai dit. On va essayer de parler de la sécurité en général. C'est important. Connaissant le général Gary, connaissant ce général, pour avoir travaillé plus de 25 ans sous sa responsabilité, je ne peux pas comprendre que ce monsieur puisse être en connivence avec un grand bandit, faire asseoir l'insécurité tant à Conakry. Il a plutôt à gagner en se battant pour asseoir la quiétude dans l'intérêt exclusif de la société des citoyens que, écoutez, depuis que nous sommes en guerre, est-ce que, bon, bien sûr, il y a des subventions que l'État fait, on a un budget que le ministre gère, mais dire que tout cela est fait pour que l'État puisse donner de l'argent aux uns et des autres, je m'inscris en fou. Oui, mais commissaire, est-ce que ce n'est pas une conclusion hâtive que de dire que les propos de Junior sont les allégations? On va essayer d'avancer un petit peu, mais non. Mais c'est important de savoir, parce que la police nous dit, on a arrêté un grand bandit, Junior, en même temps, quand on pose la question de savoir est-ce que c'est un gros point d'interrogation, les déclarations de Junior deviennent du coup des déclarations, des allégations. Aujourd'hui, je me dis, est-ce que la police ne devait pas plutôt saisir ces déclarations-là comme piste au lieu de les transformer en allégations? Les enquêtes autour de Junior sont menées au niveau de la justice, ce n'est pas au niveau de la police. Pour un premier temps, écoutez, c'est ce qui a fait que nous sommes allés avec Souka pour recueillir des informations que nous pouvons exploiter. De zéro courrier, on devrait, selon les renseignements que j'ai eus du directeur central de la police judiciaire, il était question de mettre Junior à la disposition de la police, la direction centrale de la police judiciaire, pour mener des enquêtes. Parce qu'on a beaucoup d'indices concordants de nature à prouver à suffisance qu'il est mêlé de près ou de loin à plusieurs attaques d'assassinat dans la ville de Conakry. Ça, c'est le Mais les enquêtes. On va essayer d'évoluer, mon commissaire, Voilà, avec la sécurité en général. Sur la criminalité en général, rapidement, la police nationale, nous savons. En tout cas, j'ai eu à parler avec quelques responsables, surtout après la nomination du nouveau ministre. Il y a eu beaucoup de cris autour du carburant, autour des budgets, des subventions que vous receviez. J'ai envie de savoir d'abord, est-ce qu'il y a une stratégie en place pour la sécurité à Conakry, pour lutter contre le grand banditisme, parce que les braquages, parce que les vols à main armée sont devenus récurrents? Et est-ce que le budget, pour pouvoir mener à bien ce travail, est-ce que le budget est disponible? Bon, pour ce qui concerne la stratégie, vous savez qu'il y a 2 ans, 3 ans, avec la recrudescence et la montée de la criminalité et du grand banditisme dans la ville de Conakry, le président de la République a cru devoir convoquer tous les acteurs en charge de la sécurité. Et nous avons discuté et des instructions ont été données de mettre en place une commission pour voir les causes réelles de la montée de la criminalité tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Il nous a été dit de ne rien occulter, de tout dire. Si c'est au sein des services de sécurité que le bas blesse, de le dire. C'est ce que nous avons eu à dire. Nous avons eu à dénoncer donc les faiblesses au niveau même des services de sécurité, les faiblesses au niveau national. Et pour un premier temps... Quelles sont ces faiblesses? Bon, il y a beaucoup de faiblesses. Bon, la vente des armes. Les policiers qui se livrent à vendre les armes. Je ne l'ai jamais dit là. Non, mais attendez. Non. J'ai juste une question à poser. Quand vous dites, je dis les faiblesses. La circulation. La circulation, les Non. Je parle de votre corps, je parle de la police nationale. Quelles sont les faiblesses? Parce que quand vous dites que le président vous a demandé de faire l'autopsie, en tout cas de votre, au sein même de votre, tous les services justement. de sécurité. Donc, qu'est-ce qui a été dit justement? C'est ce qui nous intéresse.
C'est déjà d'abord la formation, le manque de l'effectif qui doit être déployé sur le terrain, d'où l'accélération de la formation des 4015 qui sont aujourd'hui des fonctionnaires mais qui ne sont pas employés parce que nous avons dit pour ne pas que les gens se répètent les mêmes choses. Parce qu'il y a ce que les autorités donnent comme instruction, il y a le comportement des agents. Comment nous pouvons mettre les 4015 sur le terrain alors qu'ils n'ont aucune formation déontologique, ils n'ont aucune formation de base. On a dit, maintenant que nous avons une école nationale de police, il faudrait obligatoirement qu'ils passent par l'école. C'est les fonctionnaires, ils sont payés. Ce qui n'était pas le cas avant. Non. On n'avait pas d'école. Ouais. L'université générale Lansana Conté, c'était l'école nationale de police. Ouais. Qui nous a été retiré et ils nous ont promis de construire des écoles. On a fait plus de 20 ans, 25 ans. On a recruté, nous sommes la police. Seulement que la police relève. Si on fait un petit peu, on regarde un petit peu dans le rétroviseur, c'est pas une manière de faire une comparaison du quoi que ce soit, mais autant de compter par exemple, il n'y avait pas, si vous voulez, cette insécurité grandissante dans notre pays. Vous ne pouvez pas expliquer que parce qu'il n'y avait pas d'école de police et que comme par hasard, le président Condé vient, on voit ça tous les jours. Ce n'est pas une explication, monsieur Kassé. Ah ben oui. Ouais. Non, écoutez, il faudrait qu'on soit réaliste quand même. Nous sommes réalistes, justement. Ce qui se passait dans l'ancien temps, les choses ont changé, les esprits ont... Les assassinats. C'est pas loin, ce n'est pas loin ça. Écoutez, ce n'est pas loin ça, commissaire. C'est tout près ici. Oui. N'allez pas me dire que les esprits ont changé, que les gens deviennent de plus en plus criminels. Ce que vous devez savoir, nous sommes sur le terrain, nous avons attrapé, interpeller et arrêter les plus grands bandits de Conakry. Et seulement que ça continue, on continue à tuer les Guinéens, mon commissaire. On parlait de cette série d'assassinats, Madame Boireau, les grandes gueules. Et plus récemment de Monsieur Gaouné, où en sont les enquêtes, à propos de cet assassinat. J'ai la liste, j'ai les noms, les présumés auteurs du double assassinat de Madame Boireau et de Paul sont arrêtés, ils sont là. Les présumés... Et les Gaouné. Très bientôt, un communiqué de la police passera pour éclairer la religion des uns et des autres. Vous me permettez, je vais dire les noms. Allez-y. Ouais. Je vous attrape ça. Voilà, continuez à réagir en GG au 8037. On va essayer de faire un récap, si vous voulez, sur vos messages dans un instant. Et puis à venir également, Sidia Touré que nous allons appeler, qui va intervenir dans un instant sur antenne, et Baïdi Haribo, tout ceci dans moins de 10 minutes. On y va là-dessus, mon commissaire. Les présumés auteurs des doubles assassinats de M. Paul Temple-Cole et Mme Boireau Aissatou ont été arrêtés et déférés par la police suivant procès verbal numéro 297 du 28 décembre 2012 au tribunal de première instance de Dixine depuis 2012. Il s'agit de Mohamed Sankor, de Oumar Lamarana Diallo, de Alpha Oumar Ba et de Ibrahima Souriba. Lamarana Diallo, c'est avec lui qu'on a trouvé, c'est lui qui a pris le véhicule de Cole pour partir. Et aussi suivant procès verbaux numéro 275 du 13 décembre 2013 et numéro 001 du 6 janvier 2014, les présumés auteurs de l'assassinat du commissaire Pascal Bangoura ont été arrêtés et déférés devant le tribunal de première instance de Dixine. Ouais. Il s'agit de Moussou Kamara, de Ablaye Djibril Diallo alias Bobonkou, de Mamadou Djabi alias Bidja, de Ablaye Bari alias Dagawal ou Makaveri. Et tous les grands bandits, j'ai leur nom et vous me permettrez aussi de on le a dire. Tout le temps. Ouais. Le 31 décembre 2015, nous avons arrêté. 2014. 2014. Ouais. Pour multiples associations de malfaiteurs, vol à main armée, ainsi de suite, 5 grands bandits ont été arrêtés. C'est le groupe des KPC et consorts qui attaquaient même le fourgon qui a été braqué. C'est eux, les assassinats tant à Conakry. Le groupe de KPC. Ouais, KPC, c'est pas votre KPC. Ah, non, pas notre KPC, mais non, attendez. Parce qu'on sait qu'il a une société de gardiennage, donc s'il dit le groupe de KPC. Non. Ah, ben justement, c'est quel KPC? On ne sait pas. C'est un bandit qui se nomme KPC. Oui, bien sûr, mais il est connu. C'est l'un des plus grands bandits de Conakry. Ah, ben ça, je savais pas. Bien. Ça, je savais pas, il n'y a pas de problème. Il s'appelle Kerfala Silla, KPC. Ok. Koulbi Mohamed Tal, bon. Il y avait même
les anciens militaires qui ont été déshabillés de l'armée guinéenne pour des raisons qui sont d'indiscipline. Ils ont été remerciés et eux, ils travaillaient avec ces groupes. Il y avait un lieutenant, il y avait un sous-lieutenant, il y avait un adjudant que la police avait arrêté et ils sont déférés. Il y a 2 ans de cela. Ils sont à la maison centrale. Et lorsque nous avons arrêté ces 5 bandits, ils ont dénoncé les complices. Nous avons continué les enquêtes. On a arrêté 7 autres bandits, les complices de ce groupe. Ils ont été arrêtés et déférés. Eux aussi, ils ont reconnu et ils ont dénoncé d'autres qu'on a arrêtés, les braquages, soit 17 bandits. Mais pourquoi il n'y a pas de communication dessus, mon commissaire? On a organisé des points de presse. Écoutez, personne peut dire ici si peut-être Espace n'est pas au courant, mais nous avons... Espace n'est pas hors de la Guinée, nous sommes en Guinée, mon cher commissaire. Secours est au courant, nous avons toujours organisé des points de presse par rapport à tous ces faits. Je parle des révélations que fait ce matin, les personnes qui ont été arrêtées. Non, ils sont arrêtés et déférés. Alors, par exemple, le nommé Sanoussi, l'adjudant, il a reconnu avoir participé à plus de 7 opérations à Koya, à Madina, dans les magasins ici. Si nous vous comprenons ce matin, mon commissaire, vous êtes en train de nous dire que ceux qui ont assassiné Paul, ceux qui ont assassiné Madame Boireau, vous avez en tout cas des présumés qui sont arrêtés, des bandits qui ont participé à cela. Si on vous comprend très bien, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Si vous voulez, vous allez me donner l'occasion, l'opportunité d'expliquer un peu comment Madame Boireau a été assassinée. Allez-y. Le jour de l'assassinat de cette pauvre dame, elle a suivi le journal de 19h45 dans son bureau. Entre-temps, elle a appelé son chauffeur de venir prendre son iPad et ses produits pharmaceutiques. C'était le week-end, vendredi, je crois. Et entre-temps, après avoir suivi le journal, elle est descendue pour venir prendre place à côté du chauffeur. Ouais. Il y avait un jeune qu'elle a fait venir qui entretient sa maison le week-end. Ils étaient 3 dans la voiture. Madame Boireau, donc, a pris place à côté du chauffeur. Le ministère des Finances, ils sont venus jusqu'au niveau du stade, au carrefour du stade, où ils sont rentrés dans un embouteillage. Il y a eu un embouteillage au niveau du stade. Généralement, il y a toujours des embouteillages. Entre-temps, il y a eu un cortège qui venait. Un motard et 2 véhicules 4x4. Un VA, un IT, à toute pompe. Madame Boireau étant dans un pick-up VA, c'est ce que les services de sécurité utilisent. Le chauffeur a suivi le cortège. Il l'a suivi. Ouais. Ils viennent jusqu'au transit, au carrefour transit. Le cortège vire pour aller vers les Mariador, les hôtels Mariador. Elle s'est retrouvée seule. Elle a continué vers Kipi. Arrivée à quelques mètres du carrefour, elle est tombée dans un embouteillage. Et au moment où elle se garait là, le chauffeur garait, il y avait eu l'attaque sur Cole. Les tirs avaient commencé, on avait même tiré sur Cole. Au moment où elle est venue, elle était derrière dans l'embouteillage. Elle a entendu des coups de feu parce que ça tirait de partout. Puis, prise de panique, elle aurait dit au chauffeur, enlève-moi ici. Le chauffeur pouvait garer, il pouvait se retourner, il met les 4 phares, il dévie et puis il fonce. Il va vers là où il y avait l'opération. Il y avait un des assaillants qui était à quelques mètres, posté, qui suivait les opérations, qui voit un véhicule pick-up BA, les 4 phares allumés, les feux de détresse allumés, qui fonçaient sur eux. Est-ce que vous voyez? Et lui qui était là, il a envoyé 2 rafales, 2 balles, au niveau de la portière, les vitres montées. 2 balles, 2 rafales. J'ai été le premier à mener les enquêtes. Niveau portière, espace de quelques centimètres, ils ont passé. Le chauffeur, quand il a quitté les lieux au niveau de Carrefour, il pensait que Mme Boireau dormait. Il a mis sa main sur sa poitrine pour dire on a pu éviter les lieux. Réveillez-vous. Entre-temps, c'est sa main imbibée de sang qui était là. Est-ce que vous voyez? Il a vu que Mme Boireau ne réagissait pas. Il a dit au jeune qui est derrière, il dit allume le plafonnier.
allume le plafond. Il dit, madame est atteinte. L'autre a réagi, il dit non. Il dit, les vitres sont montées. Comment ils ont pu tirer? Il dit, allume. Il a allumé, il a vu le sang. Et étant au niveau du carrefour, il est allé directement à l'hôpital mère et enfant. C'est arrivé en ces lieux que les médecins sont venus, ils ont constaté qu'elle est morte. Donc qu'elle est morte. Madame Boiré s'est retrouvée à un mauvais moment. Elle n'était pas visée donc. Elle n'était pas visée. Je m'engage à le dire. Ouais. Voici les circonstances de lesquelles... Mauvaise rencontre, on va dire. Mauvaise rencontre, mauvais lieu. Alors, est-ce que vous voyez et par rapport à Gussen? Par rapport à Gussen, oui. Nous avons fait passer un communiqué aussi. On sait que Gussen a trouvé la mort dans sa maison. On connaît le présumé auteur. On le connaît, c'est un jeune que Gussen... Vous n'avez pas mis le grappin sur lui. Écoutez, donnez-moi le temps. Tout le monde le connaît. Nous avons exhibé sa photo pour une assistance à témoin. Pour que nous... Là aussi, les circonstances, justement. Parce que quand vous dites ce matin... Les circonstances, écoutez, ça s'est passé dans une maison, dans une clôture, clôturée. Ça s'est passé à l'interne. C'est pas une mauvaise rencontre, là aussi? Non, c'est pas une mauvaise rencontre. Celui-là, le présumé auteur, là, a été convoqué. Il y a une plainte que Gussen avait apportée contre lui au niveau du commissariat central de Dixie pour l'avoir pris 40 millions à son compte. Et nous avons pu, la police a récupéré les 40 millions et lui a donné. C'est après tout cela qu'il y a eu cet assassinat. Et lui, la police judiciaire, la même commission donc d'enquête, l'a traqué de Koya jusqu'à Forêt-Caria, jusqu'en Sierra Leone, par le système de VP. Il était suivi. Le jour où les missionnaires de la police sont venus en Sierra Leone pour aller au domicile, parce qu'il y a eu on travaille en rapport avec la police léonaise, mais la veille, il avait déjà quitté. On est venu, le tuteur qui était là a reconnu effectivement ce jeune, il était là, mais il a quitté sans dire au revoir pour une destination inconnue. Est-ce que voilà? Mais nous continuons à traquer. Vous savez qu'au niveau de la police, nous aimons le dire, et M. Lamine réagit rapidement souvent. Sur les moyens, vous disposez des moyens qu'il faut, de l'équipement qu'il faut pour intervenir. Malgré toutes ces arrestations, la criminalité bat encore son plein. Justement, c'est ce qui est paradoxal. Je pense que c'est important pour ces auditeurs, ces millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, parce qu'on en sait un peu plus ce matin en ce qui concerne l'assassinat de Mme Boiro. Vous avez fait aussi un récap sur Paul, entre autres, et Gaouné. Et Gaouné, justement, parce que ça, c'est récent. Est-ce que vous avez éventuellement des choses à nous dire là-dessus? On est en train de travailler, la commission de travail au niveau de la direction centrale, la police judiciaire, et l'enquête avance à satisfaction. Oui, mais comment se fait-il que depuis cet assassinat et que le véhicule à bord duquel M. Gaouné a été assassiné, que ce véhicule court toujours sur le territoire guinéen ou ailleurs, aucun indice, M. Kassé? C'est bien beau de le dire, mais il faut être sur le terrain. Là aussi, je peux vous expliquer comment le pauvre Gaouné a trouvé la mort. Allez-y. Sur la T6, un véhicule est venu garer, entre-temps, devant une pharmacie, Ablay Papa, où des gens étaient à bord en train de discuter 10, 15, 20 minutes. La manière dont le véhicule a garé, ça a attiré l'attention des gens. Parce qu'il venait avec vitesse. Il a freiné, ils ont garé. Et vu que c'est une nouvelle voiture, donc ça a attiré l'attention des uns et des autres. Ils sont restés là longtemps, à bord du véhicule, en train de discuter. Il y a un qui manipulait un téléphone, parce que dès que tu touches un téléphone, ça s'allume. Donc de l'extérieur, on peut le savoir. Il y avait le courant à ce lieu. Quelques minutes après, ils ont bougé pour aller à 100, 150 mètres, pour aller garer là. Il y a eu, dans l'obscurité maintenant, à côté d'une université. Ils ont continué à discuter à bord. Ce n'est pas des assaillants qui sont venus de l'extérieur pour braquer. Ils étaient à l'intérieur. Le pauvre, le feu Gaouné, était avec ces gens. Et ce n'est même pas lui qui conduisait, c'est un des assaillants qui conduisait. Comment ils sont montés à bord? Quand nous allons mettre main sur les présumés, on le dit. Ça, c'est le constat de police que je suis en train de vous dire. Ça ne s'est pas passé devant nous. Ce qui reste clair, on s'est posé la même question. C'est dit que quelque part, M. Gaouné a été braqué. Lorsqu'il a eu à déposer son chauffeur
à Nongo, sur le chemin de retour, peut-être il a été braqué là. Ce qui reste clair, c'est que les gens ont pris ce véhicule. Nous avons aussi fait passer un communiqué pour appeler, parce que quelque part à Conakry, les gens ont pu quand même voir ces gens-là monter dans le véhicule ou essayer de récupérer le véhicule à Nongo pour se retrouver sur la T6. Il y a eu 2 tirs, 2 coups de fusil que les gens sont entendus dans le véhicule. Ils ont ouvert la portière, ils l'ont fait tomber et puis ils sont partis pour une destination inconnue. Parce que jusque-là, la police ne peut pas vous dire avec exactitude où se trouve ce véhicule aujourd'hui, mais nous sommes sur des enquêtes et les enquêtes prouvent à suffisance que très bientôt, nous allons édifier la religion des uns et des autres. Des Guinéens, surtout un commissaire Boubacar. Ce que je peux dire, que je demande à Lamine, mon frère, de l'accepter aujourd'hui, c'est que le taux d'élucidation des crimes et délits en Guinée est plus élevé que dans la sous-région. Je vous dis. Vous ne saviez pas tout cela. Mais qu'est-ce qui explique cela, mon commissaire? Écoutez, c'est dire que quand il y a des crimes et délits, nous arrivons toujours à mettre main sur le ou les assaillants. Dans la ville de Conakry, si vous voulez, pour 2014, voilà. 2014, à rappeler à ces téléspectateurs, ces auditeurs, nous n'aurons pas du tout le temps d'appeler Sylvia Touré ce matin. Voilà, parce que ça ne reste qu'une minute. Voilà. Oui, pour 2013, pour 2013, nous avons eu à arrêter et à déférer 1249 individus. 1249. En 2012, c'est 1167. Et en 2014, c'est 1123. En 2013, c'est 1249. Et en 2012, c'est 1167. Les chiffres sont énormes. Hein. Mais comment se passe finalement le processus de condamnation? Puisque selon nos informations, selon certains témoignages, c'est même 1000 et quelques que vous citez. Parfois, il y en a 1, 2, 3 qui se retrouvent dehors. Vous savez, dans la matière de sécurité, chacun joue sa partition. Il y a ce que les services de sécurité nous faisons, il y a la justice. Nous les conduisons, nous les présentons au procureur général de la République, à eux. Tout ce que la police fait, c'est à titre d'information. Bien. Pour éclairer sa religion, il peut les condamner ou les libérer. Voilà, mon commissaire, je vais vraiment prolonger le débat, mais bon, ça serait pourquoi pas à 20h sur Espace TV avec Moussa Moïsila. Vous allez prolonger le débat. D'autres révélations évidemment à suivre dans le JT de la télé. Bien, on a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Nous excusons à ces auditeurs. Je suis obligé vraiment de rendre l'antenne, il est 10h30. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.